Mais d'abord, nous avons choisi de revenir sur ce procès épouvantable. Procès épouvantable en ce moment en Avignon. Procès de cet homme qui est jugé pour avoir soumis chimiquement son épouse, Gisèle Pelicot, et l'avoir fait violer par des dizaines d'hommes, une cinquantaine en 10 ans. Son procès s'est ouvert lundi dernier en Avignon. Cette affaire, ça a duré 10 ans. Il va donc être jugé, il va être entendu. Sandrine Josso, députée MoDem de Loire-Atlantique et porte-parole de l'association M'endors pas, est avec nous en direct. Bonsoir Sandrine Josso. Bonsoir. D'abord, une question sur ce procès. Ce procès est très particulier, met en lumière effectivement la soumission chimique dont on va parler avec vous, parce que ça peut concerner des auditeurs, des auditrices d'Europe 1. C'est un phénomène absolument terrible. Un mot toutefois sur ce procès. Peut-on dire que c'est un procès hors norme? Peut-on dire que c'est un procès qui va faire date, et pourquoi, Sandrine Josso? Alors c'est un procès hors norme, vous avez raison, parce que c'est vraiment le procès de l'horreur. C'est au quotidien, quand on est là-bas, quand on assiste aux audiences, eh bien on découvre en fait la personnalité de Dominique Pelicot au fur et à mesure du temps. Et on découvre aussi toutes les victimes collatérales autour de sa famille. J'entends bien sûr Gisèle, mais également Caroline, sa fille, et puis ses belles-filles, et tout ce qu'on ne sait pas encore, et je pense que on n'est qu'au début. Donc c'est effectivement le procès de quelqu'un qui s'apparente vraiment à un monstre. Il a fait en fait des choses pendant un nombre d'années incalculable. Il a pratiqué des violences d'ordre sexuel. Voilà, à plein d'endroits. C'est épouvantable, Sandrine Josso, absolument. Oui. Épouvantable. Oui, et donc pour répondre à votre question, alors je pense qu'il y aura un avant et un après procès. Ce qui est intéressant aussi, et il faut vraiment remercier Gisèle Pelicot, c'est le fait que ce procès soit public. Donc on parle de beaucoup de choses dans ce procès. On parle bien sûr du profil de ce prédateur, et également de tous les autres hommes qui ont violé Gisèle Pelicot, et également on parle de la soumission chimique. La soumission chimique, précédemment, on pensait que ça arrivait qu'aux autres, ou tout simplement que ça arrivait plutôt dans le monde de la nuit, alors que depuis que j'ai mené ma mission gouvernementale avec ma collègue sénatrice Véronique Guillotin, on a compris que très souvent les victimes connaissent leurs prédateurs. Donc la soumission chimique, elle s'opère donc dans la sphère intrafamiliale et amicale. C'est incroyable ce que vous nous dites, Sandrine Josso, députée MoDem de Loire-Atlantique et porte-parole de cette association M'endors pas, 20h19 sur Europe 1. Vous nous dites le danger vient le plus souvent de la sphère familiale ou amicale. Sur quel fait vous vous basez pour donner cette information? Quelles sont ces informations qui remontent? Alors, tout simplement sur les déclarations des victimes, il faut savoir qu'une victime sur deux ne se rappelle de rien. Par contre, certaines victimes réussissent à porter plainte parce qu'elles ont des souvenirs, donc elles font des signalements, et donc suite à ces signalements, ce qui a été recensé, c'est qu'au niveau des statistiques, par exemple, entre 2021 et 2022, il y a 69% d'augmentation des signalements. Alors, 69%, elles décrivent les faits, comment ces vous victimes l'expliquez? que j'ai entendues lors de ma mission. Donc ça peut être des hommes, des femmes, quel que soit leur âge. Ça peut être aussi malheureusement des enfants. J'ai des victimes qui ont témoigné lors d'une audition, qui ont relaté des faits lorsqu'elles étaient enfants. Non mais c'est épouvantable, épouvantable. Plus 69%, mais c'est parce que la parole se libère. Sandrine Josso, pourquoi ce chiffre? Grâce aux vertus de MeToo, grâce au fait que maintenant on en parle. C'est vrai que Caroline Darian, donc la fille de Dominique Pelicot, s'est emparée du sujet en créant cette association. Et puis au fur et à mesure du temps, on a aussi eu un procès qui est le procès de Laurent Bigorgne, où il y avait
arrivé une victime qui a réussi, comme moi, à s'échapper. Donc, c'est un procès qui date maintenant de quelques années, mais de peu d'années. Donc, en fait, on comprend finalement que c'est pas un fait divers, c'est une problématique de santé publique et que tout le monde peut être touché. Alors, quand je dis ça, si vous voulez, c'est juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que la soumission chimique est une forme de violence sexuelle qui, quelque part, est comme un angle mort. C'était pas assez connu. Et maintenant, grâce à toutes ces personnes qui parlent, on comprend mieux les modus operandi des prédateurs. Et il faut savoir que ce qui est terrible, c'est que ces prédateurs, en fait, préméditent leurs crimes, vous l'avez bien compris. Et finalement, ces prédateurs ont bien repéré que c'est le crime parfait, parce que comme ces substances disparaissent très facilement du sang, eh bien les victimes ont énormément de mal à prouver ce qui leur est arrivé. Alors justement, je vais préciser peut-être aux auditeurs d'Europe 1, il est 20h21, que vous avez vous-même, vous l'avez évoqué il y a un instant en disant que vous aviez réussi à vous échapper, c'est parce que vous-même avez été victime en novembre dernier de soumission chimique, vous avez été drogué à votre insu par un sénateur. C'est ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Alors, c'est un collègue sénateur que je connaissais depuis 10 ans, qui organisait une soirée pour fêter sa réélection. Donc, j'y suis allée, moi, en coup de vent, donc en passant plus pour faire une visite, on va dire, de courtoisie. Et je me suis aperçue qu'il m'avait tendu un piège. Je suis tombée dans un guet-apens et il m'a servi donc une coupe de champagne dans laquelle il avait mis un produit, précisément de l'ecstasy. Globalement, c'est ce qu'on appelle de la MDMA, mais tout simplement, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti des palpitations, des nausées, la tête qui tournait. Au bout de quelques minutes, ça va très 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 vite. Et ce qui m'a sauvée, c'est qu'à un moment donné, comme je voyais qu'il avait un comportement qui était étrange par rapport à la normale, par exemple, il me mettait dans le noir, donc tout à coup, on se retrouvait dans le noir. J'ai compris, après, les médecins m'ont expliqué que ça, c'est des modes opératoires des prédateurs, c'est-à-dire que pour activer l'effet de la drogue, il faut justement agir sur la pupille et ça permet justement d'avoir des effets plus rapides. Et quand j'ai commencé à ressentir tous ces effets bizarres, eh bien, à un moment donné, il a voulu me resservir un verre et là, moi j'étais dans le salon, il est allé dans la cuisine et là, il tenait, j'ai regardé ce qu'il faisait parce que je trouvais vraiment que la soirée tournait vraiment très bizarrement. Et là, j'ai vu qu'il avait dans sa main un sachet blanc et j'ai compris qu'en fait, c'était de la drogue. Et de là, j'ai été terrifiée. J'ai pas voulu lui montrer que j'avais peur. J'avais toujours ces symptômes qui augmentaient. J'avais les jambes qui tremblaient. Donc, je me suis échappée en prenant un taxi. Il m'a poursuivi, mais j'ai réussi à m'échapper tout de même. Sandrine Josso, députée, porte-parole de l'association M'endors pas. Comment, peut-être, il y a des parents qui nous écoutent, on pense évidemment à nos enfants et nous-mêmes. Comment, je sais pas, comment fait-on pour détecter peut-être un risque de soumission chimique ? Est-ce qu'il y a des clés ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit nous alerter ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, comprendre les effets de ces drogues-là. Donc, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est que c'est lorsqu'on boit quelque chose, ça peut être un verre d'alcool ou non d'ailleurs, ou quand on mange quelque chose et que tout à coup, très peu de temps après avoir ingéré de la nourriture ou bu quelque chose, on a tous ces symptômes, la tête qui tourne, des nausées, de manière très brutale. Ça doit nous interpeller. Le premier réflexe, c'est d'en parler à une personne autour de vous. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en discutant donc avec les spécialistes qui s'occupent aussi de l'accompagnement des agresseurs, eh bien, il faut savoir que ces agresseurs, lorsqu'ils sentent que par exemple, ils ont dans leur, on va dire dans leur ligne de mire une victime potentielle, eh bien si ils ressentent que son environnement est protecteur, c'est-à-dire si ils se disent tiens là je vais opérer sur un enfant, si l'enfant se rebelle, si les parents de l'enfant
commence à finalement manifester des signes de protection. Si il sent que l'environnement écoute la parole de sa proie potentielle, eh bien là, il va aller ailleurs. C'est-à-dire qu'il repère, il y a tout un modus operandi, c'est-à-dire la proie est repérée, et s'il sent que ça va bien se passer, qu'on va pas imaginer que c'est lui qui aurait fait quoi que ce soit, et ben il va y aller. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument que la société en fait fasse bloc contre tous ces signaux faibles. Tout doit nous préoccuper. Il faut surtout le dire, prévenir bien sûr vos enfants, mais dès que quelqu'un a un comportement un peu bizarre, il faut tout de suite se méfier, et puis quelque part faire peur aux prédateurs, ne pas avoir on va dire une parole faible par rapport à ça, et tout de suite menacer d'une manière on va dire très précise, c'est-à-dire dire les choses. En fait, c'est le silence qui leur permet d'être dans un paradis à tous ces prédateurs. Mais il faut parler, s'ils sentent qu'il y a une connaissance et un risque qu'ils soient pris la main dans le sac, ils le font pas. Il n'arrêtera pas. Il arrêtera. Sandrine Josso, oui. Juste dans le cas de Gisèle Pellico, on n'a pas pu détecter, c'est-à-dire que pendant 10 ans, les médecins, parce qu'elle allait chez le médecin quand même, Gisèle Pellico, aucun médecin n'a pu détecter cette soumission chimique. C'est-à-dire que quoi ? Il n'y a pas de symptômes, que c'est difficile à détecter, que ça ne laisse pas de traces dans le sang ou ailleurs ? Une victime sur 2 se rappelle de rien. Donc voilà, elle avait pas de souvenir. Donc quand on n'a pas de souvenir, c'est compliqué. Ensuite, bien sûr qu'elle est allée voir des médecins parce que avec les doses qu'ils lui mettaient, elle était très souvent très assommée. Donc, au regard de ce qu'elle décrivait, sa famille, les médecins pensaient qu'elle avait une maladie neurodégénérative, Alzheimer ou choses comme ça. Pourquoi les médecins et bien sûr beaucoup de gens ne sont pas au courant, parce que voyez, un médecin généraliste par exemple, il n'est pas formé à cette forme de violence. Donc, il peut pas être tout de suite dans un diagnostic précis. Et c'est complètement inattendu. Il n'est pas formé pour ça. Donc ça, c'est à plein d'endroits. Le monde médical doit être formé, le monde aussi qui accompagne les enfants, tout le monde judiciaire, on le voit bien, d'ailleurs on le voit dans le procès, à plein d'endroits, il y a un défaut de formation sur qu'est-ce que la toxicologie, comment les experts interprètent les résultats, et tant qu'on n'aura pas de personnes aguerries, formées, pour accompagner et pour prévenir, eh bien, je vous dis que les prédateurs continueront. Alors, et tout ça, justement, Sandrine Josso, c'est très intéressant ce que vous êtes. Vous êtes députée, porte-parole de l'association Mondorpa. Vous avez été à la tête d'une mission parlementaire sur la soumission chimique qui a été interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous demandez justement que les parlementaires se saisissent à nouveau du dossier ? Alors, cette mission gouvernementale, vous l'avez dit, elle a été interrompue lors de la dissolution. Comme c'est un sujet transpartisan et universel, je compte bien, et ma collègue Véronique Guillotin compte bien aussi, qu'on soit toutes les deux reconduites pour qu'on puisse continuer cette mission, parce qu'on avait commencé cette mission au mois d'avril, et donc vous comprenez que il y a encore fort à faire, et ce procès est aussi pour nous deux l'occasion de regarder ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui se passe dans les tribunaux, comment la Cour aujourd'hui, on va dire, traite le sujet, parce que comme c'est un angle mort et que c'est l'arbre qui cache la forêt de toutes les violences, eh bien, c'est un cas d'étude, ce procès, qui, je pense, changera beaucoup de choses en France pour la prévention et l'écoute de toutes ces victimes, de toutes ces violences, parce que c'est à plein d'endroits. Il faut maintenant arrêter ce silence autour de ça, et ça fait des ravages sur les victimes, et c'est important aujourd'hui que toute la société brise ce tabou. Merci beaucoup Sandrine Josso, députée porte-parole de l'association Mondorpa, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 20h30. Europe 1, le journal permanent.